Que se passe-t-il lorsque le fils de l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire décide de s'affranchir de l'ombre de son père? Comment Sébastien Maroquin, anciennement connu sous le nom de Juan Pablo Escobar, navigue-t-il dans l'héritage complexe laissé par le tristement célèbre baron de la drogue Pablo Escobar? Après des années de silence, le fils d'Escobar est enfin prêt à révéler la vérité sur son père. La théorie du suicide de Pablo Escobar. En 1989, le gouvernement colombien a créé le Bloc de recherche, une unité de police spécialisée chargée de lutter contre Pablo Escobar et son célèbre cartel. Avec la collaboration d'agences telles que la CIA et la DEA, ils ont poursuivi Escobar sans relâche, l'ont finalement coincé et l'ont tué d'une rafale de coups de feu sur un toit de Medellín. Officiellement, le Bloc Search Bloc a assumé la responsabilité de la mort d'Escobar. Mais peu de temps après, des rapports ont commencé à circuler, suggérant un récit différent. Certains récits indiquaient que Pablo Escobar avait pris les choses en main, littéralement, en tirant lui-même le coup de feu fatal. Cette version controversée de l'histoire a gagné en crédibilité lorsque Juan Pablo, le fils d'Escobar, l'a corroboré dans son livre intitulé « Pablo Escobar, My Father », Pablo Escobar, mon père. Selon Juan Pablo, son père lui avait confié qu'il se tirait une balle dans l'oreille droite en guise de mesure désespérée pour éviter d'être capturé. Juan Pablo affirme que les derniers instants de son père ont été marqués par un acte tragique de mort auto-infligé. Mais les autorités colombiennes ont dissimulé cette vérité. Entouré de centaines de soldats, blessés par balles à l'épaule et à la jambe, Pablo Escobar s'est retrouvé piégé sur le toit d'une cachette sécurisée de Medellín. Dans ce moment de détresse, il aurait placé son propre pistolet Sig Sauer sur le côté droit de sa tête et appuyé sur la gâchette, comme l'a raconté son fils. Le monde n'a pas eu connaissance de la prise de position suicidaire du 3 décembre 1993, car, selon Juan Pablo, le médecin légiste avait reçu pour instruction de ne pas remettre en question la version officielle des événements, qui présentait les héroïques forces colombiennes comme les responsables de la fin du règne du plus redoutable trafiquant de cocaïne au monde. Les convictions de Juan Pablo concernant la mort de son père remettent en question les croyances de longue date sur les circonstances de la mort de son père. En effet, il a déclaré « Mon père m'a toujours dit qu'il avait 15 balles dans son pistolet. 14 étaient destinées à ses ennemis et la dernière à lui. » Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une simple théorie, et même que les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie nous ont dit qu'il s'agissait d'un suicide, mais qu'ils avaient été menacés par les autorités de ne pas divulguer la vérité dans leur rapport final. Une autre raison réside dans l'absence de preuves définitives concernant l'auteur du coup de feu fatal qui a mis fin à la vie de Pablo Escobar sur ce toit fatidique de Medellín, en Colombie. Cela s'explique principalement par la nature de la blessure par balle qui a frappé Pablo Escobar, située sur le côté de sa tête. En fait, dans une série d'interviews, il a réitéré sa conviction que son père lui avait enseigné cette méthode d'automutilation pendant leurs années de clandestinité. Ces années ont été marquées par des poursuites incessantes de la part des ennemis et des autorités. La motivation de Pablo Escobar pour former son fils à ce sinistre savoir-faire était claire. Il voulait se doter d'un moyen infaillible d'éviter les horribles tortures et châtiments qui l'attendaient s'il était capturé par des adversaires, tels que le redoutable cartel de Cali. Pour Juan Pablo, la blessure par balle à la tête suffit à prouver que son père a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que de tomber entre les mains de ceux qui cherchaient à se venger, en particulier des groupes comme Los Pepes, qui cherchaient à se venger de la mort de leurs proches sous les ordres d'Escobar. Il se souvient aussi de la dernière fois qu'il a vu son père vivant. Escobar a versé des larmes en faisant ses adieux à toute la famille, comme s'il avait le pressentiment que ce serait la dernière fois qu'il les verrait vivants. Le parcours criminel d'Escobar. Pablo Emilio Escobar. Gaviria, plus connu sous le nom de Pablo Escobar, est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie. Né dans une famille où son père, Abel de Jesus Dari Escobar, travaillait comme agriculteur et sa mère, Hermilda Gaviria, comme institutrice. Contrairement à ce qui a été raconté par la suite, l'enfance d'Escobar n'a pas été marquée par une extrême pauvreté. Le métier d'enseignante de sa mère les distinguait, et à sa naissance, son père possédait déjà une maison, un peu de terre et 6 vaches. Il n'avait pas l'électricité, mais l'eau courante, ce qui faisait d'eux des membres de la classe moyenne supérieure dans la campagne colombienne. Hermilda, l'institutrice, était très respectée dans la communauté. Après le déménagement de la famille dans la banlieue de Medellín, leur qualité de vie s'est nettement améliorée. Les choses se sont encore améliorées dans le quartier plus urbanisé d'Envigado, où Pablo Escobar était toujours bien habillé et prenait des repas copieux. Il partageait les mêmes centres d'intérêt qu'un Américain moyen de son âge, notamment la musique, le cinéma et les fast-foods. Son père a trouvé un emploi de gardien, mais il convient de noter que la vie en ville ne lui plaisait peut-être pas tout à fait, puisqu'il est retourné plus tard à un travail rural et qu'il est notablement absent des récits de la vie de Pablo. Pendant ce temps, sa mère poursuit sa carrière d'enseignante. Cependant, malgré un semblant d'existence familiale conventionnelle, la Colombie des années de formation d'Escobar était plongée dans l'incertitude et la violence endémique.
Dans la jeunesse de Pablo Escobar, les héros de son enfance portaient des noms tels que Sangre Negra ou Sang Noir, Tiro Fijo ou Coup Sûr, Chispa ou Étincelle, et Desquite ou Vengeance. Ces histoires lui ont appris que le pouvoir et la notoriété passaient par la violence, la glorification du crime et l'évitement de la loi. Escobar a compris l'impact du mythe, tout comme la légende de Robin des Bois a fait d'un rebelle un héros. Escobar a grandi au milieu de la violence. Les guérilleros faisaient des raids nocturnes dans leur ville, sortant les gens de chez eux et les tuant. Le père d'Escobar a un jour sauvé ses enfants en les cachant sous un lit et en les couvrant. Incapables de pénétrer dans la maison, les assaillants y ont mis le feu. L'arrivée de l'armée les a épargnés, mais ils ont trouvé des corps dans les rues et des lampadaires en feu. Alors qu'Escobar excellait sur le plan scolaire dans ses premières années et aidait ses amis à faire leurs devoirs, son intérêt pour l'école s'est estompé avec l'âge. Ses résultats scolaires ne sont pas clairs. Certains affirment qu'il a terminé le lycée, tandis que d'autres prétendent qu'il a été renvoyé. L'auteur Mark Bowden suggère qu'il a abandonné l'école, mais qu'il y est retourné par la suite. Malheureusement, il a été impliqué dans des délits mineurs à Medellín au cours de ces années. Plus âgé que ses camarades de classe et ayant le sens de la rue, il se comportait souvent comme une brute et se heurtait aux enseignants, ce qui a finalement conduit à son expulsion. C'est au cours de son adolescence qu'il s'est engagé sur la voie des activités criminelles. Ses premières activités illégales comprennent la vente de faux diplômes, puis la fabrication de bulletins scolaires, la contrebande d'équipements stéréo et le vol de pierres tombales pour les revendre. Escobar s'est également lancé dans le vol de voitures, un délit qui l'a conduit à sa première arrestation en 1974. Peu après, il s'est aventuré dans le monde de la contrebande de drogue et, au milieu des années 1970, il a joué un rôle clé dans la création de l'organisation criminelle qui est devenue plus tard le célèbre cartel de Medellín. À son apogée, le cartel de Medellín a exercé une main de fer sur le commerce de la cocaïne, engrangeant chaque semaine la somme astronomique de 420 millions de dollars. Cette immense richesse a propulsé son chef parmi les individus les plus riches du monde. Disposant d'une fortune estimée à 25 milliards de dollars, Escobar s'est livré à d'opulentes extravagances. Jets privés, résidences et soirées extravagantes. À la fin des années 1980, il aurait même proposé d'effacer la dette de 10 milliards de dollars de son pays en échange d'une immunité d'extradition. En outre, pendant les années de fuite de sa famille, de 1992 à 1993, Escobar aurait brûlé 2 millions de dollars pour tenir sa fille au chaud. Néanmoins, malgré tous ses efforts, Escobar s'est trouvé dans l'impossibilité d'épuiser sa colossale fortune. Une grande partie de cette fortune était cachée dans des entrepôts et des champs. Selon son frère, environ 10% de la fortune, soit 2,1 milliards de dollars, disparaissait chaque année, dévorée par les rats, érodée par les éléments ou tout simplement perdue. Le cartel de Medellín. Pablo Escobar, également connu sous le nom d'El Patron, s'est lancé dans le commerce de la cocaïne dans les années 1970 en cofondant le cartel de Medellín avec les frères Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David et Fabio. Au départ, les frères Ochoa étaient les cerveaux de l'opération, tandis qu'Escobar s'occupait de la protection. Cependant, il s'est ensuite imposé comme le leader incontesté. Dans les années 1980 et au début des années 1990, à l'apogée de la puissance du cartel de Medellín, Escobar contrôlait la quasi-totalité de la chaîne d'approvisionnement en cocaïne. Le cartel importait des feuilles de coca du Pérou et de la Bolivie vers la Colombie, où elles étaient transformées en cocaïne dans des laboratoires secrets de la jungle. La drogue était ensuite stockée en Colombie, avant d'être expédiée par avion aux États-Unis, pour y être vendue. À son apogée, le cartel fournissait plus de 80% de la cocaïne entrant aux États-Unis, soit environ 15 tonnes par jour. Escobar se concentrait principalement sur la vente de cocaïne à l'étranger et non en Colombie. Il utilisait un itinéraire secret dans les Caraïbes pour l'acheminer vers les États-Unis. À l'origine, Pablo Escobar et le cartel de Medellín avaient conclu un partenariat stratégique et un accord de contrebande avec les chefs du cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela et Miguel Rodríguez Orejuela. Medellín contrôlait le commerce de la cocaïne à Los Angeles, Cali à New York, et ils s'étaient mis d'accord pour se partager Miami et Houston. Toutefois, un différend personnel entre Escobar et l'un des chefs du cartel de Cali, Pacho Herrera, a conduit à des conflits de territoire dans ces centres de distribution. En 1988, ils étaient devenus des ennemis perpétuels, et cette querelle s'est poursuivie jusqu'à la disparition du cartel de Medellín en 1993. Au début de leur alliance, les cartels de Cali et de Medellín avaient des approches différentes en ce qui concerne les questions juridiques. Les chefs de Cali, les frères Orejuela, préférèrent la corruption comme solution, tandis qu'Escobar penchait pour la violence et l'intimidation, en particulier lorsque les tentatives de corruption des fonctionnaires échouaient. Le cartel de Medellín a également acquis la réputation de s'en prendre non seulement à ceux qui le trahissaient, mais aussi aux membres de leur famille proche.
Escobar pensait que la peur par la violence et l'extorsion était un moyen de motivation efficace, tandis que Gilberto Rodríguez Orejuela, de Cali, estimait que la violence ne devait être utilisée qu'en dernier recours, car elle était néfaste pour les affaires. Le cartel de Cali exigeait même de ses employés qu'ils remplissent des formulaires de demande d'emploi, comprenant des informations personnelles et des actifs financiers, pour une vérification approfondie des antécédents et de la sécurité. Les frères Orejuela voulaient apparaître comme les Kennedy de la Colombie, tandis qu'Escobar aspirait initialement à devenir président de la nation. Après avoir échoué en raison de sa réputation criminelle, il s'est lancé dans une campagne de terreur de près de 10 ans contre le gouvernement, marquée par des assassinats et des attentats à la bombe de 1984 à 1993. Au cours de cette période, le cartel de Medellín a été confronté à des enlèvements perpétrés par des groupes de guérilla, ce qui a conduit à la création, en 1981, d'un groupe paramilitaire appelé Mort aux kidnappeurs ou Muerte a Secuestradores, financé par le cartel. Au milieu des années 1980, Escobar a renforcé son contrôle sur Medellín en établissant un service de recouvrement de dettes criminelles connu sous le nom de Oficina de Envigado, dans un bureau municipal d'Envigado, sa ville natale. Il utilisait ce service pour recouvrer les dettes des trafiquants de drogue et employait des tueurs à gages, connus sous le nom de sicarios, pour s'occuper de ceux qui refusaient de payer. Malgré son mode de vie extravagant, qui comprenait l'opulente Hacienda Nápoles, avec son propre zoo et ses couverts en or massif, Escobar s'est présenté comme une figure populiste, défendant les pauvres par le biais d'initiatives telles que des eaux publiques, des terrains de football communautaires et des projets de logement. Les tensions se sont aggravées au milieu des années 1980, lorsque le cartel de Medellín a déclaré la guerre à l'État colombien. Les tueurs à gages d'Escobar ont pris pour cible des hommes politiques, des juges et des représentants des forces de l'ordre. En réaction, le gouvernement colombien a promulgué la loi d'extradition d'Escobar vers les États-Unis, ce qui a entraîné une vague de violence. Escobar a fini par obtenir l'interdiction de l'extradition des ressortissants colombiens lors de l'Assemblée constitutionnelle de 1991. Il a négocié sa reddition et a séjourné dans une prison connue sous le nom de Cathédrale, qu'il contrôlait essentiellement. Toutefois, son influence au sein du cartel s'est affaiblie, ce qui a suscité du ressentiment lorsqu'il a imposé une taxe aux membres. Escobar était également connu pour avoir ordonné l'assassinat de policiers, de juges, de politiciens et de journalistes. Mais il avait des amis dans les forces de l'ordre et les tribunaux qui le protégeaient. Il a gagné plus d'argent en obligeant d'autres trafiquants de drogue à le payer chaque mois pendant qu'il était en prison. Escobar aimait dépenser l'argent de la drogue dans des objets de luxe comme l'art et les grandes maisons. Il cachait même beaucoup d'argent dans des endroits secrets, en l'enterrant dans ses fermes ou en le dissimulant sous le sol de ses maisons. En juillet 1992, les hommes d'Escobar ont découvert une cachette de 20 millions de dollars dans une propriété appartenant à Fernando Galeano, membre du cartel. Escobar convoque Galeano et un autre associé, Gerardo Moncada, pour une réunion à la cathédrale où tous deux sont tués par ces sicarios. Le président César Gaviria a ordonné le transfert d'Escobar dans une base militaire à Bogota, mais il s'est échappé avant le transfert. Les anciens associés d'Escobar ont collaboré avec le gouvernement pour démanteler son empire. Finalement, avec des moyens réduits et un seul garde du corps, les autorités colombiennes ont abattu Escobar sur le toit d'une maison à Medellín le 2 décembre 1993. Medellín a connu de nombreux meurtres en raison de son implication dans le commerce de la cocaïne. Le taux d'homicide y était le plus élevé au monde à l'époque d'Escobar. Escobar, un héros. Lorsqu'il était un jeune garçon, Escobar rêvait de devenir président de la Colombie. Alors que de nombreux enfants ont des rêves similaires, Escobar était déterminé à faire de ses rêves une réalité. Même si Escobar aimait son empire de la drogue, il savait que pour atteindre son objectif ultime de devenir président de la Colombie, il devait se lancer dans la politique. Mais il savait qu'il devait commencer modestement et gravir les échelons. Pour ce faire, il s'est rendu compte qu'il avait besoin du soutien du peuple. Et quel meilleur moyen de gagner leur faveur que de revenir à ses racines dans la communauté où il a grandi. Escobar savait que le fait de gagner la confiance de sa propre communauté lui donnerait un avantage significatif dans l'arène politique. Il a donc décidé de rendre l'appareil aux gens qui l'ont élevé. Il a participé à la construction de nouvelles maisons, de piscines et de magasins pour la communauté, et il a généreusement donné de l'argent à ceux qui étaient dans le besoin. L'un de ses actes les plus célèbres a été la rénovation d'un centre de loisirs délabré, qui a conquis le cœur de la population. Il est devenu une figure bien aimée, vénéré par la communauté comme un saint parti de rien pour arriver à la grandeur. Escobar a essayé de gagner la faveur des Colombiens ordinaires en faisant de bonnes choses. Les gens l'ont tellement apprécié qu'il a été élu au Congrès en 1992. Mais 2 ans plus tard, il a dû démissionner parce que des gens avaient découvert ses crimes et que le ministre de la Justice qui menait l'accusation contre lui avait été tué.
La véritable énigme tourne autour de l'indéniable gentillesse d'Escobar à l'égard de la communauté locale. Au cours de sa carrière, il s'est montré généreux envers le peuple colombien, construisant des écoles et des terrains de sport, faisant des dons à des associations caritatives et créant des maisons pour les pauvres. Les gens l'adoraient. Il symbolisait l'un d'entre eux, quelqu'un qui s'était levé pour défier ces riches oppresseurs. Cependant, il est essentiel de comprendre que tous les Colombiens ne voyaient pas en lui un héros comme Robin des Bois. Pour l'écrivain Bernardo Aparicio Garcia, ses souvenirs d'enfance de la Colombie sous le règne d'Escobar étaient dépourvus d'images romantiques de communautés prospères et de beaux terrains de football. Ces souvenirs étaient surtout liés à la peur et à la morale inébranlable de son père. Mon père méprisait les trafiquants de drogue et, dans la mesure où il pouvait le faire sans se faire tirer dessus, il était intolérant à l'égard de toute interaction sociale susceptible de légitimer leur place dans la société, se souvient Garcia dans un article sur cette époque, évoquant également le soulagement qu'il a ressenti lorsqu'Escobar a été tué, le comparant à la défaite de Satan. Pour certains Colombiens, les actes de violence d'Escobar ont éclipsé ses actes de générosité. L'attaque la plus choquante qu'il ait menée contre le gouvernement est sans doute le siège du palais de justice en 1985. Au cours duquel il aurait soutenu le groupe de guérilleros M19 dans l'attaque de la Cour suprême de Colombie et la destruction de preuves contre lui. Des dizaines de soldats et de juges ont été tués. Au-delà, aucun chiffre précis n'indique combien de centaines ou de milliers de personnes ont été tuées dans l'intérêt de l'empire d'Escobar. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'il était facile pour lui de faire face à la mort. Et c'est là le point essentiel de tout débat sur ses bonnes actions apparentes. Au mieux, la générosité de Pablo envers le peuple colombien peut être considérée comme une tentative de réparation pour les atrocités qu'il a commises. Au pire, il s'agissait d'une tactique visant à gagner l'adoration et le soutien des gens ordinaires afin de mieux protéger et promouvoir ses intérêts. Comme l'a déclaré Javier Pena, l'un des agents de la DEA qui ont traqué Escobar, « Les gens l'aimaient et cela nous a souvent gênés. Beaucoup de Colombiens le considéraient comme un dieu, mais il n'était qu'un manipulateur hors pair. Mais pour sa famille, Pablo Escobar était un homme chaleureux et aimant. En fait, son fils, Juan Pablo, a déclaré dans une interview « J'étais prêt à donner ma vie pour lui, c'est dire à quel point je l'aimais ». Malgré la violence et la criminalité associées à son père, il a parlé de l'amour profond qu'il lui portait et de la chaleur qu'il ressentait au sein de sa famille. Leur vie de fuite, de menaces constantes et de pauvreté n'a pas entamé son affection. Lorsqu'on lui a demandé s'il éprouvait de la haine à l'égard de son père, il l'a fermement nié. Le côté obscur d'Escobar. La gentillesse de Pablo Escobar a également été entachée de contradictions. Selon le fils d'Escobar, la vie de mon père est pleine de contrastes et de paradoxes. Il a construit des terrains de sport pour que les jeunes ne consomment pas de drogue, mais il les a financés avec l'argent de la drogue. En tant que fils, j'ai les meilleurs souvenirs de lui, en tant que père, et les pires de sa violence. Juan Pablo disait souvent à son père qu'il n'aimait pas les attentats à la bombe, les enlèvements et les meurtres, parce qu'il savait que la violence nuirait à leur famille. Escobar pensait que le recours à la violence et aux menaces était un moyen efficace d'effrayer les gens et de les amener à faire ce qu'ils voulaient. Le cartel de Medellín d'Escobar était connu pour ses enlèvements de personnalités influentes, comme des hommes politiques, des journalistes et même des enfants. Leurs actes cruels ont ébranlé la Colombie. En 1990, ils ont enlevé le fils d'un conseiller présidentiel en représailles à la répression du gouvernement. D'autres enlèvements ont suivi, notamment celui de la future ministre de l'Éducation, Maruja Pachón Castro, et des journalistes Francisco Santos Calderón et Diana Turbay. Tragiquement, Diana Turbay a perdu la vie lors d'un sauvetage par la police. Même les proches d'Escobar vivaient dans la peur. Pendant 6 ans, dans les années 1980, une journaliste de télévision du nom de Virginia Vellejo a entretenu une relation amoureuse avec Escobar. Bien qu'elle ait d'abord été attirée par lui, elle a fini par le considérer comme un monstre. Elle a changé d'avis lorsqu'Escobar lui a raconté une histoire terrifiante. L'une de ses anciennes amantes, probablement Wendy Chavarriaga Gil, était tombée enceinte sans son consentement. En réaction, Escobar l'a fait enlever par 4 de ses associés et l'a emmenée chez un vétérinaire pour mettre fin de force à la grossesse. L'avortement aurait été pratiqué sans anesthésie et Escobar aurait ensuite ordonné qu'elle soit tuée. Cet acte horrible a conduit Vallejo à contacter les autorités 6 jours seulement avant la mort d'Escobar. Escobar a également été lié à la mort du candidat à la présidence Luis Carlos Galán. Ce dernier s'est ouvertement opposé au cartel de Medellín et à Pablo Escobar. Il les a non seulement critiqués dans ses discours de campagne, mais a également plaidé en faveur d'un traité d'extradition permettant d'envoyer les membres du cartel aux États-Unis pour qu'ils y soient poursuivis. Cette position a suscité la colère du cartel, qui a proféré de nombreuses menaces de mort à son encontre. Ils ont même menacé ses enfants s'il ne cessait pas ses efforts. Bien que les autorités l'aient averti de ne pas se rendre à Soacha pendant sa campagne, Galán a bravé les avertissements. Tragiquement, il a été assassiné devant 10 000 personnes alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours.
Le 6 novembre 1985, le groupe de guérilla M19 a assiégé le palais de justice de Bogota, causant des destructions et plus de 100 morts, ce qui a fait naître des soupçons quant à l'implication du cartel. Le fils d'Escobar a affirmé avoir financé le M19 à hauteur d'1 million de dollars, ce que confirme le témoignage de Virginia Valero. Le 27 novembre 1989, le vol 203 d'Avianca, transportant 107 personnes, était en route de Bogota à Cali. Pablo Escobar pensait que le candidat à la présidence César Gaviria pourrait se trouver parmi les passagers, et il a donc conçu un plan pour faire exploser l'avion. L'un de ses associés serait monté à bord de l'avion avec des explosifs en plastique et se serait placé au-dessus du réservoir de carburant pour provoquer une explosion massive. Tragiquement, l'avion a explosé, entraînant la mort de toutes les personnes à bord, et la chute de débris a coûté la vie à 3 autres civils au sol. Cependant, Escobar a appris plus tard que Gaviria n'était pas à bord de l'avion. Gaviria deviendra par la suite président. À la suite de cet incident, qui a également entraîné la mort de 2 Américains, l'administration du président George Bush père a intensifié ses efforts pour appréhender Escobar. Le règne de terreur d'Escobar s'est traduit par des attentats à la bombe et la mort d'innombrables policiers. Il a ordonné l'assassinat de ceux qui s'opposaient à lui et a maintenu un règne de violence qui a marqué Medellín. Craignant d'être extradé vers les États-Unis, le cartel de Medellín de Pablo Escobar et ses alliés ont formé les extraditables. Ils ont commencé par faire de la publicité et de la manipulation politique, mais se sont rapidement tournés vers la violence extrême, avec notamment des attentats à la bombe en 1990 et la destruction du siège du département de la sécurité 1 an plus tôt. La corruption au sein des forces de police a permis à Escobar d'offrir de grosses sommes d'argent à ses tueurs à gages pour l'assassinat de policiers. C'est ainsi que près de 600 policiers ont été tués. On estime qu'Escobar et son cartel sont responsables de 4 000 à 5 000 morts. Leur méthode comprenait des assassinats commandités, des incitations à tuer des policiers et de nombreux attentats à la bombe. Medellín, qui était autrefois l'une des villes les plus violentes du monde, a connu une baisse de la criminalité après la mort d'Escobar en 1991. La mort d'Escobar. Je préfère avoir une tombe en Colombie qu'une cellule de prison aux États-Unis. Les paroles de Pablo Escobar allèrent bientôt devenir réalité, prenant le baron de la drogue au dépourvu. En 1991, Escobar a proposé de se rendre aux autorités à une condition unique. Il voulait construire sa propre prison. Les autorités colombiennes ont accepté son offre. Le résultat fut l'opulente prison de la cathédrale. Cet établissement ne se contente pas de proposer des équipements tels qu'une boîte de nuit, un sauna, une cascade et un terrain de football. Il offre également des commodités modernes telles que des téléphones, des ordinateurs et des télécopieurs. Cependant, lorsqu'Escobar a brutalement torturé et tué 2 membres du cartel à la cathédrale, les autorités ont décidé de le transférer dans une prison moins accommodante. Mais avant que le transfert n'ait lieu, Escobar s'est évadé de manière audacieuse en juillet 1992. 24 heures avant ces photos, personne ne savait où se trouvait Pablo Escobar. Il était en fuite depuis 16 mois et les autorités craignaient de ne jamais l'attraper. En 1993, le monde entier était impatient de voir la fin d'Escobar. Il était recherché par les États-Unis, les cartels rivaux, les autorités colombiennes et même un groupe d'autodéfense. Mais il y avait un problème. Personne ne savait où il se cachait. Au cours de ces dernières 24 heures, une série d'événements inattendus le mèneront à sa perte. Mais c'était une erreur fatale qui allait le mener à sa perte. Pourquoi le roi de la cocaïne a-t-il commis une erreur aussi grave? Escobar était en fuite depuis un certain temps, essayant d'échapper à l'extradition vers les États-Unis. Il a commis de nombreuses atrocités et ses ennemis se rapprochent. Sa famille, prise en otage par le gouvernement, a dû fuir le pays, le laissant seul. Le 1er décembre 1993, Pablo Escobar se réveille seul le jour de son 44e anniversaire. Ses anniversaires précédents avaient été extravagants, avec des plats étoilés, des escortes et ses joueurs de football préférés. Mais à présent, il était seul, vivant dans la peur dans la maison sécurisée de sa tante à Medellín, en Colombie. Escobar a fêté son 44e anniversaire avec du gâteau, du vin et de la marijuana. Malgré ses crimes, Escobar tenait beaucoup à sa famille. Il a tenté de leur tendre la main alors qu'ils étaient confrontés à un danger incertain. La situation était tendue et une bombe à retardement planait sur la sécurité de sa famille. Le matin du 2 décembre, Pablo a pris un petit déjeuner simple composé de spaghettis préparés par sa tante. Il a ensuite décidé de téléphoner à sa famille tout en sachant que leur téléphone était surveillé par les autorités. La police a reconnu qu'il s'agissait d'Escobar parce qu'il parlait à son fils, Juan Pablo Escobar. Il semble qu'Escobar savait qu'ils étaient sur lui, car il a mis fin à l'appel brusquement. L'appel a été intercepté par le bloc de recherche, un groupe de la super armée colombienne, et par la DEA. Ils ont rapidement localisé Escobar. Le bloc de recherche, une unité du gouvernement colombien, se rapprochait d'Escobar, aidé par un groupe mortel appelé Los Pepes, parrainé par des cartels rivaux. Los Pepes utilisaient des méthodes impitoyables pour traquer les associés d'Escobar, et leurs actions ont poussé Escobar à se réfugier seul.
Le bloc de recherche a localisé la cachette d'Escobar et un affrontement mortel s'est engagé. Le garde du corps d'Escobar, El Limon, s'est enfui mais a été tué. Pablo tente de s'enfuir par une rue secondaire, mais il est coincé sur le toit et ouvre le feu sur les officiers. Ceux-ci ripostent et Pablo, touché à plusieurs reprises, finit par s'effondrer sur le toit. Pablo Escobar, le baron de la drogue le plus puissant et le plus redouté, gît blessé sur le toit, son règne de terreur enfin terminé. L'appel de Pablo était une erreur cruciale. Officiellement, la mort d'Escobar a été attribuée à un coup de feu tiré par un membre du bloc de recherche. Cependant, certains prétendent qu'il aurait pu mettre fin à ses jours. Son fils, Juan Pablo Escobar, a laissé entendre que son père était au courant de la surveillance téléphonique et qu'il lui avait appris à se suicider discrètement. Les blessures par balle sur le corps d'Escobar comprenaient une blessure à l'oreille droite, ce qui correspond à ceux qu'il avait enseignés à son fils. Mon père m'a toujours dit qu'il avait 15 balles dans son pistolet, 14 pour ses ennemis et la dernière pour lui, a déclaré Juan Pablo Escobar. De Juan Pablo à Sebastián. Le fils d'Escobar, qui s'appelait à l'origine Juan Pablo Escobar Henao, se fait aujourd'hui appeler Sebastián Marroquín. Bien qu'il ait fondé une famille et réussi sa carrière, l'ombre de la dangereuse réputation de son père plane toujours. Après la mort de Pablo Escobar en 1993, Juan Pablo Escobar Henao, sa mère et sa sœur Manuela Escobar ont quitté la Colombie. Ils ont d'abord cherché refuge au Mozambique, puis se sont rendus en Argentine avec des visas de tourisme. Finalement, ils sont devenus des citoyens en exil en Argentine. Juan Pablo a décidé d'adopter le nom Sebastián Marroquín de l'annuaire téléphonique, car il avait besoin d'une nouvelle identité. Les compagnies aériennes avaient refusé de lui vendre des billets sous le nom d'Escobar, comme il l'a indiqué dans une interview accordée à Skavlan. Bien qu'il tire des revenus des droits sur le nom et l'image de Pablo Escobar, notamment en vendant des vêtements à son effigie, et qu'il ait tenté à 3 reprises, sans succès, de faire du nom Escobar une marque déposée, Marroquín préfère ne pas être associé à son père. Il a expliqué dans une interview qu'après la mort de son père, ils n'ont reçu aucune aide et ont été menacés de mort, ce qui les a contraints à changer d'identité pour des raisons de sécurité. Il s'est engagé à prendre ses distances avec le cartel de Medellín et le commerce illégal de la drogue en Colombie. Marroquín a obtenu un diplôme d'architecte à l'université et réside actuellement à Palermo Soho, à Buenos Aires, avec sa femme et son fils. Il travaille comme architecte et a rencontré certaines des victimes de son père. Monsieur Marroquín est retourné 2 fois en Colombie, une fois pour se recueillir sur la tombe de son père et une autre fois pour la première d'un documentaire. Il n'a cependant pas eu accès à l'Hacienda Nápoles, l'ancienne propriété d'Escobar, d'une superficie de 20 km, située à 180 km à l'est de Medellín. Le gouvernement colombien l'a confisquée après la mort d'Escobar et elle est aujourd'hui gérée par la municipalité de Puerto Triunfo comme un parc public, un terrain de camping et un musée présentant les crimes d'Escobar. Pendant de nombreuses années, Marroquín a choisi de se tenir à l'écart de la scène publique et de mener une vie privée. Il réside à Buenos Aires et poursuit une carrière d'architecte et d'écrivain. En 2014, après avoir fait face à son passé, il a décidé d'aller de l'avant et a écrit un livre intitulé « Pablo Escobar, mon père ». Marroquín, après de nombreuses années de silence, a choisi de révéler des détails sur sa relation avec son père et les raisons qui l'ont poussé à rompre le silence. Il exprime que la violence extrême associée aux actions de son père a été un facteur important qui l'a conduit à prendre ses distances par rapport à la voie empruntée par son père. Marroquín estime que le niveau de violence perpétré par son père dépasse même ce que l'on peut voir dans un film de Quentin Tarantino. Marroquín explique qu'il se sent désormais obligé de dire la vérité sur Pablo Escobar, car il pense que la glorification de l'image de son père a donné lieu à des récits déformés qui ne sont pas exacts. Il pense que les séries télévisées et les films n'ont pas entièrement rendu compte de l'ampleur de la cruauté de son père. Sa motivation pour révéler la vérité n'est pas le gain personnel, mais plutôt le désir de présenter un portrait exact des actions de son père qui, selon lui, sont encore plus accablantes que la façon dont elles sont dépeintes dans les films. Marroquín réfléchit au contraste entre le bien et la violence dans la vie de son père. Marroquín insiste sur le fait qu'il refuse de glorifier son père dans ses livres et qu'il cherche à dépeindre la vérité à son sujet, ce qui différencie son œuvre de celle qui pourrait romancer la vie criminelle d'Escobar. En ce qui concerne la mort de son père, il a révélé que ce dernier avait délibérément prévu de se tirer une balle dans la tête pour éviter d'être capturé. Dans une interview accordée à Sun Online, il a déclaré « J'ai la certitude absolue que mon père s'est suicidé ». Il pensait qu'Escobar s'était suicidé pour protéger sa famille de l'enlèvement par ses ennemis, comme le groupe d'autodéfense Los Pepes. Monsieur Marroquín s'est efforcé de se dissocier de l'héritage de son père et a présenté ses excuses aux enfants des victimes des assassinats ordonnés par son père lorsqu'il était El Patrón del Mal. Son objectif principal est d'empêcher la prochaine génération, y compris son fils, Juan Emilio, de répéter les erreurs de son père. Vous voulez d'autres révélations? Cliquez sur la carte à l'écran pour plus d'histoires comme celle-ci.